Il aura fallu près d'un siècle depuis l'avènement du cinéma pour que se dessine enfin le tableau d'œuvres contant avec élégance les histoires intimes entre individus partageant une orientation sexuelle commune. La reconnaissance du droit à la différence a été une longue bataille, même dans les sociétés dites évoluées. Au cinéma, la lutte aussi a été violente. Du bannissement à une fragile tolérance, c'est l'histoire d'une guerre incertaine qui a duré plus de 100 ans. Anne Delabre, en tant qu'historienne, on s'aperçoit, en regardant de près, que le cinéma homosexuel a commencé presque en même temps que le cinéma tout court. C'est-à-dire que dès 1896, alors que le cinéma a à peine un an, on a déjà un film gay. Effectivement, dès 1895, un film qui s'appelle The Gay Brother. Donc dès le départ, les personnages homosexuels, ça a fait partie des personnages potentiellement visibles dans le cinéma. Le premier vrai film en tant que tel, c'est un film qui s'appelle Algy the Minor de Alice Guy, où on a un vrai personnage, ce qu'on appelle les sissi, c'est-à-dire de gays très efféminés. C'était caricatural, comme on trouvait à l'époque dans des comédies, dans du burlesque. On peut citer également des personnages homosexuels dans certains. Des Laurel et Hardy, le héros de l'Alaska par exemple, où on a un cow-boy qui est gay. C'est vraiment les débuts du cinéma, donc on reste dans des choses très caricaturales, il faut faire rire. Mais ça a été tout de suite intégré effectivement au cinéma. La figure du sissi va perdurer longtemps, sauf en Allemagne où elle va acquérir après la Première Guerre mondiale une véritable profondeur. Le mythe de la toute-puissance virile et la course aux armements ont conduit l'empire de Bismarck et Guillaume au désastre. La République de Weimar, qui lui succède, va en prendre le contre-pied et en 1918, dans un Berlin en ruine, les bataillons communistes et conservateurs s'entretuent dans la journée, mais font la paix le soir devant les films de Paula Negri et aussi Oswalda. Le mal autoritaire y est systématiquement tourné en ridicule. Dans Je ne voudrais pas être un homme de Lubitsch, l'adolescente rebelle enfile un smoking pour défier sa très virile surveillante. Elle s'introduit dans un cabaret de nuit, évince la fiancée d'un don Juan, puis épate et séduit le séducteur qui fond dans les bras de ce joyeux camarade en habit d'homme. Le public, lui-même séduit, fait un triomphe à ces films pleins de panache et de style, où l'ambiguïté dépasse le rire burlesque pour instiller chez le spectateur le sentiment que tout être humain possède une petite part des deux sexes. Malgré leur esprit de tolérance, les nouvelles autorités froncent les sourcils. Mais il apparaît que toute censure se révèle impossible lorsque le succès est là, de sorte qu'en 1919, les autorités suspendent purement et simplement la censure au cinéma. Richard Oswald, réalisateur star de l'époque, se mobilise immédiatement. Homosexuel lui-même, il fait appel au professeur Magnus Hirschfeld, sexologue respecté, pour établir le scénario d'un film qui pourrait amener le spectateur à plus de tolérance envers les êtres que caractérise une sexualité particulière. Le grand public est lui-même aussi généralement hostile à l'homosexualité que les pouvoirs publics. En conséquence, le professeur Magnus Hirschfeld imagine un billet pour contourner la difficulté en ne plaidant pas directement pour l'autorisation de l'homosexualité, mais pour la modification de l'article 175 qui condamne ceux qui la pratiquent à la peine énorme de 10 ans de bagne. Pour le professeur, cette sévérité a par contre-coup donné naissance à un nouveau type de délinquant moralement et socialement plus coupable. Les maîtres chanteurs, qui menaçant de dénoncer des citoyens discrets dont ils auraient découvert l'homosexualité, conduisent au suicide des familles entières. Un jeune acteur, Conrad Veidt, est sur le point de connaître un succès mondial avec le cabinet du docteur Caligari.
il accepte le premier rôle du film, différent des autres. Ce film montre un violoniste virtuose et son élève masculin tombés amoureux irrésistiblement l'un de l'autre sans s'en inquiéter. Mais un personnage douteux a surpris le violoniste et exerce sur lui un chantage impitoyable. Après une longue série de péripéties, le violoniste lâché par son public se donnera la mort. Au-delà de son aspect militant, différent des autres se révèle un excellent mélodrame et pour répondre à un succès inattendu, le distributeur multiplie les copies en circulation. De bonnes âmes s'en alarment et en 1920, le gouvernement rétablit la censure. Aussitôt, le film est interdit et toutes les copies détruites. Mais la prise en compte de l'homosexualité dans des films sérieux est lancée. On la retrouvera dans au moins 2 chefs-d'œuvre, Loulou de Pabst en 1929 et Jeune fille en uniforme de Léontine Sagan 2 ans plus tard. Ce film se déroule dans un pensionnat ultra sévère. Manuela, étudiante indocile, s'adapte mal aux règles imposées par l'autoritaire directrice tout en tombant amoureuse d'elle. Le film explore les thèmes de l'adolescence, de la rébellion et de la découverte de l'identité sexuelle, tout en dépeignant subtilement les tensions entre l'individu et la société conservatrice. Dans les années 20, on est à la période qu'on a appelée aussi les années folles. Donc le cinéma explose. C'est un art à l'époque très populaire, qui plaît aux spectateurs. Et bon, déjà, les recettes de l'époque étaient aussi un petit peu les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le voyeurisme, le sexe, tout ce qui peut attirer le public, finalement. En Allemagne, il y a par exemple le film de Dreyer qui s'appelle Michael. Il y a eu Sex in Chains, qui date de 1928. Donc ça, c'est des films où on voit des intrigues mettant en scène des personnages homosexuels. À Hollywood, on a par exemple un film de 1923 qui s'appelle Salomé, qui est adapté d'Oscar Wilde, avec Nazimova. Elle était lesbienne et elle était réalisée par Charles Bryan, qui lui-même était gay aussi. Et c'est un film complètement hallucinant à tout point de vue et qui est extrêmement libéré, on va dire. Ça n'a pas été un grand succès pour le coup, parce que c'est un film un peu déconcertant au niveau de l'histoire, mais qui est un film important. Jusque dans les années 30-33, c'est encore possible. À partir de 1934 et le code AIDS qui va être instauré de manière beaucoup plus stricte. 1934, là, c'est un peu fini de rigoler aux États-Unis. Le code Hays, connu sous le nom de Code de production de l'administration Motion Pictures, était un ensemble de directives strictes appliquées à l'industrie cinématographique américaine dans les années 30, visant à maintenir la décence et la moralité. Ce code a exercé une influence profonde sur la production cinématographique américaine jusqu'à son déclin dans les années 60. À la même époque, apparaissent des metteurs en scène, comme par exemple Howard Hawks, qui vont montrer que la nature humaine est extrêmement ambiguë. Howard Hawks, c'est vrai qu'on peut penser immédiatement à l'impossible Monsieur Bébé, 1938 quand même, avec Cary Grant, qui a quand même des répliques assez hallucinantes pour l'époque. Tout le monde connaît cette célèbre phrase « Brusquement, je suis devenu gay ». Alors évidemment, à l'époque, le mot « gay » n'avait pas la même, signification qu'aujourd'hui pour le grand public, mais dans la communauté homosexuelle de l'époque, les gens ont bien perçu ce que ça voulait dire. Ensuite, il y a une autre réplique, un petit peu plus pointue encore. J'étais assis au milieu de la 42e rue et j'attendais le bus. Or, on savait que la 42e rue était une rue dédiée à la prostitution masculine. Et cette phrase, en apparence totalement banale et anecdotique, avait un sens très différent pour les homosexuels qui pouvaient voir le film et qui peut-être avaient connaissance aussi de la double vie Cary Grant, parce qu'il a toujours aimé jouer avec le feu. Howard Hawks, dans ses films, il y a énormément de choses qui sont à décrypter et aujourd'hui de manière très amusante. Tous les moyens utilisés pour détourner justement la censure et le code. I've lost my clothes. But why are you wearing these clothes?
Because I just went gay all of a sudden. Oh, excuse me, I'm sorry. Now, see here, young man, stop this nonsense. What are you doing? I'm sitting in the middle of 42nd Street waiting for a bus. I made one picture with Cary Grant called I Was a Male War Bride. The censors looked at it and said, Howard, you can't get away with that stuff. I said, well, think about it a little while. They called me the next morning and they said they decided they liked it and enjoyed it so much that I could get away with everything in it. Little tough. Won't be so bad when I get your bangs rolled. Want to see what you look like? Horrible. Now today, that would be absolutely no trouble. I wouldn't have had to do all the work to tell the story of I Was a Male. Why'd they put you down as Mrs. instead of Lieutenant? She has laryngitis. She can't talk. They possibly didn't list her as lieutenant because of her husband, Who'd she marry? Admiral Rochard. Who? Admiral Rochard. The name is familiar, but I don't remember it connected with an admiral. You never heard of her husband? He won't like that. Florence, if I were you, I wouldn't say a word about this. Sure, you heard him, Red. Admiral Richard, sure. Oh, yeah, maybe I have. All right. Stateroom A88, Lieutenant. Get your instructions in the mess hall. Thanks so much. Come, Florence. En France, on s'aperçoit que la littérature est plus audacieuse que le cinéma et justement, comme en France, la littérature est on n'ose pas trop toucher à la littérature, c'est elle qui a beaucoup servi de véhicule pour amener des réflexions sur la sexualité et à participer, à entériner vraiment le changement d'époque. C'est l'affaire de Lagarson. Alors Lagarson, c'est un cas très intéressant puisque au départ, c'est un roman de Victor Marguerite qui a été publié en 1922, qui a eu un grand succès de scandale parce qu'il est question donc d'une jeune femme qui s'émancipe, qui expérimente diverses débauches, on va dire. Donc ça va être l'homosexualité, ça va être la drogue. Voilà, c'est vraiment une jeune femme moderne et gros succès de scandale du livre qui a été publié, traduit dans le monde entier. On a retiré la Légion d'honneur d'ailleurs à Victor Marguerite, si je me souviens bien. Et il y a eu rapidement plusieurs adaptations. Dès 1923, il y a une première adaptation muette de Armand Duplessis. Dans une seconde version, 1936, de Jean de Limur, avec Marie Belle, avec Arletty, avec Suzy Solidor, qui était quand même une grosse vedette de l'époque. Le film échappe de peu à la censure. Il a d'abord été censuré, mais grâce à Jean Zay, qui était ministre à l'époque. Et il y a quand même une scène dans une fumerie d'opium qui a dû être coupée. Mais le film sort et a connu aussi un succès de scandale. Arletty elle-même, dans ses mémoires, en parle et en disant que c'était un film qui attirait parce que le public était avide de voir cette débauche sur l'écran. Et ce film est relativement moderne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce film était quand même décrypté par une certaine communauté concernée, on va dire homosexuelle, puisque le film paraît tout à fait anodin en apparence pour le grand public, mais pouvait être perçu tout à fait différemment par la communauté homosexuelle de l'époque. En France, en même temps, on a un cinéma qui est moins fou, mais petit à petit, des gens s'affirment comme Cocteau. Cocteau, on a par exemple un film comme Le sang d'un poète, et qui est un film qui n'a pas d'intrigue en tant que tel, mais qui est une sorte de rêve sur grand écran et qui a l'image de Jean Cocteau, qui lui-même est un artiste multiple. On peut y voir notamment un artiste de l'époque assez connu qui s'appelait Barbette, qui justement jouait sur la transgression des normes de genre aussi. Donc c'est un film qui avait été commandé par le duc de Noailles, qui était vraiment on va dire les mécènes de Jean Cocteau, et qui avait demandé à Buñuel et à Cocteau 2 films. Donc l'un a fait l'âge d'or et Cocteau a choisi de faire Le sang d'un poète. Et le résultat a été extraordinaire. Les relations entre les personnages masculins dans les films de Cocteau sont souvent caractérisées par une profondeur émotionnelle et une intimité qui peuvent transcender les normes sociales de l'amitié. Cocteau avait créé des moments de tension sensuelle entre ces personnages masculins, exprimés à travers des regards prolongés, des gestes tendres, des dialogues chargés d'émotions qui pouvaient être interprétés comme des manifestations d'homosexualité latente. Par exemple, dans Orphée, les relations entre Orphée et ses gestes, ainsi que celles entre Orphée et la mort,
sont chargés d'une tension sensuelle et érotique qui transcende les normes de genre et d'orientation sexuelle. La Belle et la Bête serait une métaphore des relations entre Cocteau et Jean Marais, un acteur dont la beauté séduisait à la fois les hommes et les femmes. Cocteau, conscient du regard homophobe de la société de son époque, qui jugeait l'homosexuel comme une figure détestable voire dangereuse, transforme la Bête en un être désirable par l'amour. Dans votre... Les nazis, en prenant le pouvoir, ont tout de suite compris que le cinéma avait une valeur subversive et qu'on pouvait difficilement imposer une dictature lorsque les gens pouvaient aller au cinéma, penser ce qu'ils voulaient. Très vite, une des obsessions du nazisme a été d'instituer un cinéma qui soit une propagande militariste. Avec l'arrivée au pouvoir du nazisme en Allemagne, qui s'allie au fascisme déjà installé en Italie, on voit que la lutte contre l'homosexualité est désormais une règle dans les pays totalitaires conquérants qui tentent d'imposer leur façon de vivre par la répression chez eux et par la guerre au-delà de leurs frontières. Dans le camp opposé, celui des démocraties dont le principe absolu est la défense des libertés, certaines lois répressives deviennent philosophiquement inacceptables. Pendant l'occupation, on a vu au cinéma des hommes vulnérables. Si on prend le cas de l'Éternel Retour, par exemple, Jean Delannoy avec Jean Marais et Jean Cocteau, c'est un exemple incroyable de renversement des normes de genre. C'est-à-dire que pour la première fois peut-être à l'écran, Jean Marais incarne un homme féminin, un homme vulnérable, aux côtés de Madeleine Sologne, qui, elle, est celle qui est actrice. Donc c'est assez troublant. Mes parents étaient norvégiens. Ils avaient un bateau. Je venais de naître dans l'île. Ils partaient en croisière. Le médecin n'a pas voulu qu'il m'emmène. Le bateau a fait naufrage. J'ai compris. Bravo à la vue! C'est pour une idiote. Quand vous serez ivre, ça vous servira à quoi? À rien. C'est ce qui est beau. Après-guerre, retournement, là, c'est la libération, 45, De Gaulle. Et là, il n'est pas question de parler d'homosexualité. Quelques exceptions quand même, dont un film formidable par rapport à cette thématique, c'est Quai des Orfèvres de Clouzot. C'est un film policier et où on a un personnage de photographe qui est clairement connoté lesbienne sans que ce soit dit, défend celle dont elle est amoureuse jusqu'à se sacrifier. Et non seulement le personnage n'est pas du tout stigmatisé, mais en plus une réelle complicité s'établit avec l'inspecteur joué par Louis Jouvet. Et il y a une phrase de dialogue que jamais on aurait pu voir ailleurs que dans le cinéma français, c'est « Vous êtes un type dans mon genre, vous aurez toujours des problèmes avec les femmes ». C'est hallucinant de voir ça dans le cinéma 1949. Impressionnant. Vous l'aimez bien, hein, votre ami? Bien ou mal, je l'aime. Je sais. Et je vais essayer de la tirer de là, parce que je crois que je connais le vrai coupable. Oh, merci. Non, merci pas. Je fais mon boulot. Et puis, je vais vous dire, vous m'êtes particulièrement sympathique, mademoiselle Dora Meunier. Moi? Oui. Parce que, je vais vous dire, vous êtes un type dans mon genre. Avec les femmes, vous n'aurez jamais de chance. Jusque dans les années 60, les films abordant l'homosexualité étaient rares en raison de l'homophobie prévalente et des contraintes de la censure. Marcel Carné, bien que lui-même homosexuel, fut l'un des rares réalisateurs français à oser représenter des personnages gays. Dans son film Hôtel du Nord, en 1938, des indices subtils comme une tenue soignée, des maniérismes, une voix aiguë et des propos sur la propreté suggèrent l'homosexualité d'un personnage secondaire, François Perrier. Ces signes étaient suffisamment discrets pour ne pas attirer l'attention des spectateurs distraits. Mais ils étaient nécessaires dans le contexte de l'époque où la représentation explicite de l'homosexualité était totalement taboue. Bien que ces signes puissent aujourd'hui sembler stéréotypés et connoter la féminité, ils ont permis aux spectateurs de reconnaître l'orientation sexuelle du personnage sans recourir à des scènes explicites. Quant à Perrier, le producteur n'a jamais compris quel rôle de personnage il jouait. Et ce petit ouvrier confiseur, un petit confiseur, quand il avait rendez-vous avec un soldat, j'avais très peur qu'on coupe la scène. Encore je répète, le producteur ne comprenait rien.
Et je me suis arrangé pour tourner la scène en un seul plan. Après, vous savez, comment ça s'appelle, Annabella rencontre Jouvet, et puis le petit confiseur s'en va et retrouve un peu plus loin son soldat. De la naissance des plans séquences. Bon, et le producteur était furieux, mais il n'était pas furieux à cause de la scène ou du personnage. C'était tout de même, c'était tout de même un petit peu audacieux à l'époque de montrer ce genre de personnage. Mais il disait, mais à quoi ça sert, ça? Je ne vois pas, ça sert à rien, disait-il. Pourquoi ce rendez-vous avec le soldat? Ça sert à rien. Mais j'ai pu conserver quand même le rendez-vous avec le soldat. Dans d'autres films de Carnet, comme Les Enfants du Paradis en 1944, l'homosexualité est présente mais nécessite une lecture beaucoup plus attentive. Le personnage de Lassner, un poète assassin, laisse entrevoir son homosexualité à travers son absence d'intérêt pour les femmes et sa complicité étrange avec son acolyte qui porte une fleur dans les cheveux. Cependant, Carnet et son scénariste, Jacques Prévert, devaient rester ambigus dans cette représentation en raison des contraintes de la censure de l'époque. Si on prend L'air de Paris de Marcel Carnet, qui date de 1954, avec Jean Gabin, qui joue un entraîneur de boxe et qui entraîne un jeune premier qui s'appelle Roland Le Saffre et qui, en l'occurrence, était l'amant de Marcel Carnet dans la vie. Et c'est une histoire, pour moi, totalement crypto-gay, où, en fait, il passe son temps à entraîner ce jeune boxeur et il lui masse les cuisses d'une manière bien sensuelle. Il passe vraiment ses nuits et ses jours avec, au point que la femme de Jean Gabin, Arletty, en a un petit peu marre et se montre vraiment jalouse. Donc, évidemment, Jean Gabin n'avait pas du tout envie de jouer le rôle, entre guillemets, d'un PD. Mais dans le film, c'est quand même montré de manière assez détournée. Et il y a déjà une banalisation de ce personnage qui, je pense, est assez emblématique de ce qu'on pouvait trouver dans le cinéma français, qui n'a jamais été moralisateur comme pouvait l'être le cinéma américain. Donc c'est vrai, dans le cinéma français, on trouve un grand nombre de personnages homo, hommes ou femmes d'ailleurs, jouant des rôles secondaires, voire accessoires parfois, mais qui ne sont pas ni des criminels, ni des psychopathes. L'homosexualité est dépénalisée depuis 1791 et c'est quand même le seul pays au monde où il n'y a pas la pénalisation aux États-Unis ou même en Angleterre. Et donc, même s'il y a une censure, l'époque de Gaulle n'est pas l'époque la plus ouverte au monde, mais néanmoins, on trouve, y compris dans des films qui peuvent être des polars, des petits films de série B, des personnages comme ça, on se dit, mais tiens, ne serait pas un peu lesbienne, ne serait pas un peu gay, comme ça, des petits personnages qui permettent au public, malgré tout, même si ce ne sont pas les héros de films, de pouvoir s'identifier ou se reconnaître sans se sentir montrés du doigt. Ce sont des gens comme les autres. Le cas de Jacqueline Audry est intéressant. Elle a beaucoup adapté le roman. On peut citer Gigi, l'ingénue libertine ou Mitsou, mais également Olivia, qui est peut-être le plus emblématique par rapport au sujet de l'homosexualité. Olivia s'est adaptée d'un livre autobiographique écrit par Dorothy Bussy, qui en fait racontait ses souvenirs d'enfance à l'époque où elle était dans une pension tenue par deux femmes. Le livre est paru en traduction en France en 1949 et a donné lieu donc à l'adaptation par Jacqueline Audry avec Edwige Feuillère et Simone Simon, qui étaient quand même des vedettes à l'époque. C'est un film où tout le casting pratiquement est féminin. Donc c'est un film qui est vraiment très intéressant, qui se passe également en lieu clos, dans un pensionnat de jeunes filles. Mais contrairement à Jeunes filles en uniforme, là, on est plutôt dans l'utopie d'un monde vraiment merveilleux. Donc, on peut vraiment mettre en opposition ces deux films. Et Olivia, ce qui est vraiment incroyable, c'est que dans ce film, on voit une pension qui est tenue par deux femmes qui sont clairement en couple. C'est ouvertement dit. Ça ne pose problème à personne. Elles ont des scènes de ménage. Ça se passe assez mal entre elles. C'était avec l'amour, un grand amour, plus vrai qu'un pauvre amour d'un jour, mais qui saura jamais le triste et doux secret qui l'enchantait. Ce film a eu un grand succès, plus d'1 million de spectateurs. Et c'est intéressant de voir la presse de l'époque, puisque les avis étaient très partagés. Le film avait souvent été qualifié
d'un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, c'est-à-dire le mot scabreux. Certains critiques s'étaient élevés contre le fait que ce film fait l'éloge de mœurs déviantes, on n'y voit que des femmes, c'est tout à fait scandaleux, mais le film avait été aussi défendu, notamment par François Mauriac, qui en avait fait l'éloge à l'époque. Et en tout cas, Jacqueline Audry, sous des airs très classiques d'adaptation policée, en fait, avait une vision assez subversive des choses. Elle donne aux femmes un rôle qui est plutôt généralement dévolu aux hommes. Elle se situait à la frontière du cinéma vraiment populaire, mais du cinéma populaire d'auteur. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'elle a été aussi un peu balayée par la Nouvelle Vague. En France, la Nouvelle Vague va beaucoup moins loin, tout simplement parce qu'avant de s'intéresser au particularisme sexuel, le jeune cinéma revendique avant tout la liberté sexuelle, étouffée depuis toujours par une censure veilleuse. Contrairement à une idée répandue qui, à travers l'œuvre de Jean-Luc Godard, assimile le jeune cinéma à un mouvement libertaire, les nouveaux cinéastes sont soutenus par les cahiers du cinéma de l'époque et la revue Art, de tendance catholique, qui n'anime aucune volonté politiquement révolutionnaire. Dans les années 60, en France, la Nouvelle Vague a plutôt montré une image relativement conservatrice, voire parfois peut-être un peu rétrograde sur le plan des mœurs. On peut parler bien sûr des Biches de Chabrol, où on parle d'homosexualité, de lesbianisme, mais sous un jour qui n'est pas forcément très flatteur. Les quelques rares apparitions de questions homosexuelles masculin-féminin de Godard, mais c'est pas un jour très positif non plus. C'est pas du tout leur centre d'intérêt. Et de ce point de vue-là, on peut pas dire qu'il était à la pointe du progrès. Gérard Blain parlait du malheur d'être homosexuel, parce qu'à l'époque, la Nouvelle Vague, celle des Rohmer, celle des Godard, de Truffaut, de Rivette, l'homosexualité disparaît totalement de l'époque. La seule chose qui motivait ceux qui ont fait la Nouvelle Vague, c'était de séduire. C'est ce qui a fait le lien avec le jeune public qui, à la même époque, n'avait que cette idée en tête. Les guerres sont terminées, on veut coucher avec des filles. C'était le début des années 70. On a vu des cinéastes qui ont pris le problème en main, et en particulier chez les héritiers de la Nouvelle Vague, dont Claude Miller. Formé à l'IDEC, école de cinéma, collaborateur de Godard et Truffaut, Claude Miller, en 1976, dans son premier film, va raconter un événement dont il a été témoin dans sa jeunesse. Dans La meilleure façon de marcher, Claude Miller raconte un été dans une colonie de vacances où des ados sont dirigés par deux moniteurs très différents. Marc, joué par Patrick Devers, est une sorte de parangon de la virilité. L'autre, Philippe, interprété par Patrick Bouchité, possède au contraire une part féminine assez marquée. À l'occasion d'un bal où les filles sont jouées par des garçons, on découvrira que le plus viril des deux n'est pas celui que l'on pense, et que la découverte puis l'acceptation de son identité sexuelle sont essentielles à l'épanouissement de tout être humain. Tu vois, un mec m'aurait dit ce que je viens de te dire, j'aurais déjà arraché la gueule. Toi, t'es même pas branché. Dégueulasse. Ça va pas, non? J'ai pas peur des coups, Marc. C'est là où tu te trompes. J'ai honte. J'ai seulement honte. Là où tu as honte, là où ça te démange, ça me démange. Le personnage joué par Patrick Devers surjoue le mal, voilà. Certaines personnes, justement, ont pu l'interpréter comme une homosexualité refoulée. En plus, il se travestit un moment dans le film, il est surpris, et ça fait aussi l'objet d'un chantage. D'ailleurs, on retrouve toujours cette question du chantage. Mais je pense aussi que c'était surtout un personnage qui, justement, ne se reconnaît pas dans les codes et les normes de genre. Et la scène de bal travesti, qui est un peu un motif récurrent dans le cinéma qui traite de ces sujets-là, va dans ce sens-là aussi. Comme le conflit que je présente dans le film, à mon sens, ne pouvait se résoudre à la fin que dans une certaine violence, le fait que ce soit un lieu très clos, comme ça, une espèce de soupière où tout le monde se trouve confronté l'un à l'autre, ça me servait à aboutir à cette fin que je voulais, qui est le fameux bal du film. C'est vraiment un film sur l'intolérance. Dès l'instant où le personnage de Patrick Devers n'accepte pas de voir l'autre, etc. Un barrage, ça ne peut aller qu'en empirant. L'autre ne fait rien pour arranger les choses. Ce qui est important dans ce film, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il l'accepte pas. Oui, c'est ça.
C'est ça que j'aime bien. Oui. Et donc c'est ça, on se demande à quel niveau ça se situe. Il n'aurait pas le même problème, cet enfoiré là. J'ai revu La meilleure façon de marcher il n'y a pas longtemps parce que c'est passé à la télévision. Et quand je vois que c'est le premier film, on se rend pas compte quand on tourne, on croyait que c'était un film normal et tout. Et quand je vois que c'était son premier film, la mise en scène est aboutie et le sujet c'est tellement rare et tellement fort et tellement actuel. Donc pour moi, c'est un grand film qu'on a fait là. On va avoir un certain nombre de films qui parlent de la question homosexuelle auprès du grand public, et souvent des comédies, et ces films-là ont fait bouger les idées. Je pense par exemple au film d'Yves Robert sur un scénario de Dabadi, qui a enchanté les gens, qui était Un éléphant, ça trompe énormément. Donc on a 4 bons hommes qui, tous les 4, essayent de s'arranger de ce que c'est que l'idéal et de ce que c'est que la vie qu'ils ont par rapport à ça. Et l'un d'eux, qui est Brasseur, c'est le seul qui n'a pas vraiment de problèmes conjugaux. Et puis il y a une suite qui s'appelle Nous irons tous au paradis, et au milieu de cette suite, brusquement, on nous apprend que Claude Brasseur, qui est aussi intéressant, profond que les autres, on apprend qu'il est homosexuel. Et ça joue pour le public. Un truc, ça ouvre quand même énormément les yeux et les oreilles. On se dit, mais ils sont comme les autres, il est très bien. C'est même celui que je préfère. Claude Brasseur avait accepté de jouer le rôle de Daniel, garagiste, vendeur de voitures et homosexuel, contre l'avis de son agent de l'époque. Mais Claude Brasseur avait prévenu. S'il y a une bagarre dans le film, je veux en être. Mon personnage doit se battre. Le personnage de Daniel, interprété par Claude Brasseur, est entré dans les foyers français, comme ses autres comparses, Lanoux, Bedos, Rochefort, la bande des 4. Et le spectateur découvre qu'il est homosexuel. Et alors ? Quand on m'a donné, et quand on m'a offert l'homosexuel de Nous irons tous au paradis et d'un éléphant ça trompe, je me suis dit là, bravo, il y a de quoi faire, voilà un grand rôle. Alors il suffit d'être humble devant le personnage et il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien de plus facile à jouer que les grands beaux rôles, il n'y a rien à faire. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de grands acteurs, ça n'existe pas. Il n'y a que de grands rôles. Pauvre conne. Il y a eu à la même époque une comédie adaptée du théâtre qui a eu un succès énorme, qui est La Cage aux folles. Alors, il y a des polémiques sur La Cage aux folles, mais beaucoup de défenseurs de la cause homosexuelle au cinéma pensent que La Cage aux folles a fait quand même pas mal bouger les lignes. La pièce de théâtre La Cage aux folles a été créée en 1973 par le dramaturge français Jean Poiret. Sa sortie s'inscrit dans un contexte socio-culturel particulier, car les années 70 sont bel et bien marquées par des changements significatifs. La France, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, est une période de libéralisation des mœurs et de modernisation de la société française, caractérisée par des réformes sociales et culturelles. Pourtant, malgré ces changements, l'homosexualité restait un sujet controversé et stigmatisé dans de nombreux milieux. Dans La Cage aux folles, Renato et Albin, les héros hauts en couleur qui dirigent un cabaret gay, sont tellement flamboyants qu'ils pourraient presque éclipser le reste de la troupe, et l'on pourrait se demander et même craindre que ces personnages, bien qu'adorables et attachants, ne correspondent pas du tout, ou pas tout à fait, à la diversité réelle de la communauté LGBT+. Malgré tout, La Cage aux folles a le mérite d'avoir ouvert la voie à des discussions importantes sur l'amour, la famille et l'acceptation. C'est pas parce que nous jouons une revue de travesti qu'il n'y a pas une situation dramatique, mon petit gars. Voilà. Mais non, quoi, faut pas vous désoler. Et la première fois, ça surprend toujours. Je sais, j'aurais dû mettre la noire. Ça me grossit, le blanc. Je me rends très bien compte que je suis ridicule. Alors je me suis dit qu'il n'y a qu'un seul endroit où personne n'est plus ridicule.
Et j'y vais. À l'époque, le film a été très mal reçu par la communauté homosexuelle. Des tombereaux de détritus, je crois, ont même été mis devant la porte de chez Jean Poiret. Enfin voilà, il y a eu vraiment une bronca par rapport au film parce qu'on estimait à l'époque que ça montrait une image extrêmement caricaturale de l'homosexualité, la grande folle, etc., etc. Tout le monde a été d'accord pour dire que c'était pas quelque chose de contre l'homosexualité, c'est contraire, on voyait des choses et on considérait ces gens-là comme des gens comme les autres. C'est au contraire. Pas tout à fait, parce que vous faites rire de l'homosexualité. Mais je fais rire. Et vous croyez qu'on ne fait pas rire avec d'autres personnages? Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas rire avec les homosexuels. On fait rire avec les hommes politiques, on fait rire avec les cocus, vous comprenez? On fait rire avec tout le monde. Ils font partie de... Pourquoi voulez-vous isoler les homosexuels de la société? Depuis, le film a été réévalué à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on avait peu d'images d'homosexualité à l'écran et on montrait cette image qui est une comédie. Donc on est dans la caricature et le cliché, mais c'est, j'allais dire, la vocation d'une comédie. Mais il faut quand même voir que dans cette histoire, c'est un couple qui s'aime profondément, qui a une vie maritale. Dans les suites, ils vont même faire l'homoparentalité avant l'heure. Et on ne rit pas contre eux, on rit avec eux. Et je pense que La Cage aux folles est clairement un très bon film, une très bonne comédie, de la même manière que quelques années plus tard, on a eu en 1995 Gazon maudit de Josiane Balasco, pour les lesbiennes, qui a aussi pu être critiqué sur le mode de Josiane Balasco, montrer une lesbienne qu'on appelle butch, très masculine, voilà, bon, mais qui quand même a une relation amoureuse avec Victoria Abril. Est-ce que ce film, d'une certaine façon, ne va pas être pris un peu comme une ode à une libre bisexualité, après tout, assumée et normale? C'est une ode à l'amour. Et à la tolérance. Ouais, absolument. De dire, bon, arrêtons les clichés. C'est vrai que je fais dire aux hommes dans le film pas mal de clichés sur les femmes. Mais c'est pas des clichés que j'ai inventés, hein. Tout ce qu'ils peuvent dire comme conneries, je les ai entendus. Donc c'est vrai qu'au départ, les hommes sont assez chargés, ils disent beaucoup de conneries, qu'ils pensent sincèrement, finalement. Mais je dis arrêtons les clichés, voyons les personnes. Voilà, on regarde une personne, alors effectivement, elle porte parfois de temps en temps un costard, elle a les cheveux courts, elle roule un peu sa caisse, mais c'est une fille bien. À partir des années 70, il y a une révolution. On commence à avoir l'affirmation de mouvements de revendication gay aussi à travers le monde, les premières gay pride, etc. Donc ça correspond aussi à une vague de réalisateurs estampillés gays ou qui s'affirment gays. Donc on avait eu dès 83 L'homme blessé de Patrick Chéreau, qui d'ailleurs avait fait polémique. Au scénario, on avait Hervé Guibert. C'est une homosexualité noire, douloureuse. On parle de prostitution, c'est assez sordide, ça finit en meurtre. Chéreau a toujours dit que c'était pas un film sur l'homosexualité, mais sur une passion amoureuse, forcément destructrice. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait quand même beaucoup marqué la communauté homosexuelle, parce qu'au début des années 80, il n'y avait pas tant que ça d'images d'histoire d'amour homosexuel. Quand je dis que ce n'est pas un film sur l'homosexualité, je veux simplement dire que ce n'est pas la description d'un milieu fermé. Il s'agit de la passion d'un adolescent pour un autre homme. Je voudrais revenir sur une petite phrase que vous avez prononcée ce matin en conférence de presse. Vous avez dit l'homosexualité est une façon de vivre l'aptitude au malheur. Je veux dire par là que c'est un film qui devrait être, j'espère, qui doit être traversé d'amour et de tendresse. Il y a du malheur, effectivement, mais aucune complaisance dans ce malheur, aucune envie de ne pas en sortir. Dès le début de sa carrière, Patrice Chéreau a toujours revendiqué la nécessité de représenter avec authenticité et sans tabou le désir homosexuel. L'homme blessé met en lumière les luttes intérieures et les désirs refoulés d'un jeune homme interprété par Jean-Hugues Anglade, qui explore sa sexualité dans un environnement social hostile. Chéreau utilise celui-ci pour remettre en question les normes sociales et pour affirmer la légitimité des désirs homosexuels dans un contexte où ils restent souvent marginalisés ou réprimés. Casse-toi, reste pas là. Que ça soit n'importe qui, tu dois le haïr. Qu'est-ce que tu veux? La haine, c'est la règle numéro 1. On va avoir des personnages homosexuels qui apparaissent, qui ne sont plus stigmatisés. On pourra le retrouver plus tard aussi dans le cinéma d'André Téchiné, qui est resté
un peu caché jusque le milieu des années 90 avec Les roseaux sauvages en 1994, où là, il fait vraiment son coming out. Et c'est un film très autobiographique. Et il correspond aussi à une vogue de films autour du coming out. On a eu des réalisateurs qui se sont affirmés comme étant gays, comme François Ozon, comme Christophe Honoret, comme Ducastel et Martineau, qui ont abordé la question du sida. Le sida a été un moment un petit peu de basculement parce que soudain, un fléau qui tuait depuis le début des années 80, la communauté gay a complètement changé la manière dont le cinéma a pu appréhender cette communauté. Et tant en France qu'aux États-Unis, on a pu voir une série de films traitant du VIH et donnant une autre image des personnages homosexuels, à la fois dans le cinéma grand public et à la fois par un cinéma militant dont ça a été le sujet principal. C'est un truc bête que j'ai envie de faire depuis le début, parce qu'après tout, on est là pour s'unir, les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà. Est-ce que j'ose ? Il a de la chance, le monsieur. Les Nuits fauves de Cyril Collard en 92 est un phénomène de société. Cyril Collard lui-même a le sida, il est en train d'en mourir. Ce film est un film testament, donc c'est un film qui est très autobiographique, qui est un cri. C'est un film vraiment, comme il dit toujours, c'est pas un film sur le sida, mais c'est un film où c'est la vie avec le sida en fait. Les Nuits fauves a suscité un impact colossal dès sa sortie en 1992 et est devenu un film culte. Il est considéré comme le premier film français à aborder de front ce sujet, avec une représentation plus sombre et tragique. Le film se termine ainsi. Je suis vivant. Le monde n'est pas seulement une chose posée là, extérieure à moi-même. J'y participe. Je vais probablement mourir du sida, mais ce n'est plus ma vie. Je suis dans la vie. J'ai situé le film en 86 pour cette raison. C'est que la conscience comme ça de cette maladie n'était pas vraiment rentrée profondément dans les gens. Et ce personnage de Jean a une sorte d'incapacité à reconnaître que ça fait partie de lui. Bon, je crois que c'est pas un secret que vous êtes vous-même séropositif. Bon, mais c'est vrai qu'il y a sur votre visage, dans votre sourire, et c'est ça qui est extraordinaire dans ce film, ce côté mais j'aime quand même la vie et j'ai envie de vivre. Je crois que c'était pour moi le pari du film, et au-delà de la forme, du style, oui. C'était qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui emporte le film. Aux États-Unis, 2 ans après, on a Philadelphia, 94, qui là est très différent. C'est un film qui est à l'américaine, une grosse production. C'est une histoire de procès, mais c'est un film qui est quand même moralisateur. C'est-à-dire que ce n'est pas bien de stigmatiser quelqu'un qui est malade du sida. Mais en même temps, le personnage joué par Tom Hanks, certes, il est malade, il a péché, il a attrapé le virus, mais il ne faut pas être méchant avec lui. Il y a une espèce de bien-pensance américaine qui fait que le personnage est totalement désexualisé. Mais c'est un film qui a quand même fait avancer la cause parce que par rapport au grand public, le sida, on va entrer en empathie avec le personnage et on ne va pas être dans le rejet comme s'il était pestiféré. Donc pour le grand public, ce film a pu jouer un rôle important. Et là, on se dit, oui, il s'est passé quelque chose, on est entré dans une autre ère. Il va y avoir une espèce d'explosion de ces films. Le public ayant aimé ces films va accueillir tout naturellement le mélodrame qu'est Brokeback Mountain, qui montre le calvaire qu'a été la vie de 2 cow-boys attirés l'un vers l'autre dans le milieu de l'Amérique extrêmement réactionnaire. Et ce film a été un triomphe public et une réussite de cinéma. It's purely a story of 2 souls. I think recently in books I've read or films I've seen concerning love, I felt that, we're starting to kind of recycle the subject. So this was definitely refreshing. I understand there was an element of risk and fear that was just kind of manufactured and attached to this story and this script. But then, I don't know, I guess the audience's attention to the story and the audience's emotional connection to the story, I guess it just bled into my experience of watching the movie because I really felt like I allowed myself to view it as a film. And certainly at the end, and I stood up and felt a sense of accomplishment and pride.
Brokeback Mountain, qui est adapté d'une nouvelle de Annie Proulx. C'est justement en passant par le film de genre. C'est un faux western, mais un vrai mélodrame, qui a eu un grand succès public. Il n'a pas eu l'Oscar parce que quand même certains membres du comité n'ont pas voulu le visionner en raison du sujet, ce qui est quand même assez emblématique. Le film n'est pas passé dans certains États et était censuré à la télévision italienne. Ang Lee avait fait une dizaine d'années avant Garçon d'honneur sur un mode de comédie et qui était un film qui déjà montrait justement un couple homosexuel qui était obligé de se cacher, mais sur un mode de comédie. Donc oui, là, quelque chose a progressé. Mais si on prend les États-Unis, on a quelques années plus tard, en 2013, Steven Soderbergh a quand même eu des difficultés à faire financer Ma vie avec Liberace, qui finalement n'est pas sorti en salle. Il est sorti en Europe, n'est pas aux États-Unis. I Love You, Philip Morris, pareil. C'est quand même des films des années 2010 qui, encore aux États-Unis, on peut encore poser problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore tout à fait avancé jusqu'au maximum de ce point de vue-là. Et on trouve des choses d'ailleurs aujourd'hui peut-être plus audacieuses dans le cadre de séries télévisées. C'est pour ça que les séries sont beaucoup plus pointues et subversives que le cinéma des grands studios hollywoodiens qui prend le moins de risques possible aussi. Donc dans l'histoire du cinéma, on voit qu'il y a toujours plusieurs étapes. C'est-à-dire que quand les représentations de l'homosexualité sont uniquement négative, ça pose problème parce que l'identification est extrêmement culpabilisante. À partir du moment où les représentations sont multiples, là, j'allais dire, le combat est gagné dans le sens où les personnages homosexuels ont droit à la même complexité que les personnages hétérosexuels et ne sont pas réduits aux stéréotypes de l'homosexualité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas unidimensionnels. Ils sont des personnages qui se trouvent être homosexuels parmi d'autres caractéristiques et ils ont droit à cette même complexité. Et c'est peut-être justement parce qu'aujourd'hui on peut trouver des personnages d'homosexuels absolument antipathiques, mais parce qu'aujourd'hui on a avancé dans l'histoire du cinéma et il y a une telle diversité de représentations que les personnages homosexuels ont le droit à avoir autant de complexité et autant d'ambivalence que les autres. Mais il a fallu parcourir un long chemin. Le cinéma est toujours en prise avec la société, et comme dans la société, il y a des avancées et des reculs. L'homosexualité a de plus en plus droit de cité. On a eu le Pacte 199, il y a eu le mariage pour tous en 2013. On parle d'homoparentalité, etc. Ce sont des sujets de société qui montrent qu'il y a une certaine banalisation dans le cinéma. On voit pointer de plus en plus de films, ce qu'on appelle les questions transgenres, les questions de non-binarité, qui sont des questions qui infusent la société aujourd'hui et qui infusent aussi le cinéma et qu'on voit de plus en plus poindre dans le cinéma actuel. Si on prend Almodovar, La Movida, l'explosion de tout ce qui est les transgressions à tous les niveaux, les personnages ne sont pas juste homosexuels, ils transgressent toutes les normes de genre. On a du travesti, du transsexuel, c'est une explosion de sexualité dans tous les genres et toutes les dimensions. Je pense que maintenant, on est suffisamment avancé par rapport aux questions de homosexualité pour passer à une prochaine étape, qui est justement là, au niveau des questions transgenres, voilà, il y a eu la loi qui est un petit peu avancée, etc. Et maintenant, c'est plus le sujet, l'homosexualité, c'est vraiment les questions trans. Au cinéma, les avancées en matière d'acceptation et de diversité sont indéniables, mais il est essentiel de reconnaître que des inégalités subsistent. La lutte pour l'égalité des genres est un aspect crucial de cette bataille mettant en lumière les défis profonds et les stéréotypes qui persistent. Ces défis vont de la représentation limitée des minorités à la perpétuation des normes de genre rigides qui excluent de nombreuses voix et expériences. Le cinéma continue de jouer un rôle central dans ce combat, offrant une plateforme pour la visibilité et la compréhension des différentes identités et réalités.